Vous nous la décrivez peut-être, la maison de Goethe? Une maison à 3 étages, avec assez large, une maison bourgeoise, sans ostentation aucune, bien en place, sur une place justement au milieu de laquelle se trouve une petite fontaine qui revient à plusieurs reprises et dans les conversations de Goethe, y compris celle avec Eckermann, et dans sa correspondance. Notamment, il déplore un jour que la police interdise aux enfants de jouer auprès de cette fontaine, ou bien qu'on ne puisse plus y laver sa salade, et cette petite fontaine visiblement attirait son attention. Et puis cette maison de Goethe n'était pas si spacieuse que l'on veut bien le dire, mais c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui une maison bourgeoise, avec des chambres réservées aux collections, une bibliothèque, une salle de travail et une petite chambre à coucher, où d'ailleurs Goethe est mort, attenante à cette bibliothèque. Pour le reste, des salles qui servaient aux réceptions. On a pu dire au fond que cette maison de Goethe à Weimar avait un double visage, un visage ouvert aux visiteurs, mais un visage en même temps qui était, je dirais, le visage de l'accueil poli, et puis un visage plus secret, plus profond, qui était celui de l'accueil poétique, et celui-là était réservé à des hôtes plus rares. Weimar, mardi 10 juin 1823. Arrivé ici depuis quelques jours, c'est aujourd'hui que je me suis rendu chez Goethe pour la première fois. L'accueil fut on ne peut plus cordial, et sa personne m'a fait une telle impression que je compte ce jour parmi les plus heureux de ma vie. L'intérieur de la maison me fit une excellente impression. Sans aucun luxe, tout ne laissait pas d'y être fort noble et fort simple. Divers moulages de statues antiques, dès l'escalier, révélaient le goût particulier de Goethe pour les arts plastiques et l'antiquité grecque. J'aperçus des femmes au rez-de-chaussée qui vaquaient à leurs affaires. Je vis aussi l'un des beaux enfants d'Ottilie qui s'avança vers moi d'un air confiant et qui me regarda avec de grands yeux. Alors comment Eckermann a-t-il trouvé la maison de Goethe lorsqu'il est arrivé? Sa première remarque est la remarque suivante: c'est une maison fort simple et fort noble. Bon, il faut savoir ce qu'on entend par fort simple. N'est-ce pas? Lorsque vous allez à Weimar aujourd'hui, vous voyez la maison de Goethe qui est une maison somptueuse. Et lorsque Eckermann entre dans cette maison, il note quand même des moulages de statues antiques, il note un très grand escalier, il note des femmes qui savent faire, il note un serviteur, loquace comme il dit, qui arrive, qui le conduit chez le maître. Et pour aller chez le maître, on arrive d'abord dans une petite pièce. Sur le seuil, on voit le mot de salve. Puis on traverse une autre petite pièce dans laquelle il y a des fauteuils, un canapé, un piano. Puis il y a encore une autre petite pièce avant qu'on ne pénètre dans le sanctuaire. Et donc le serviteur qui s'appelle Friedrich, il va chercher Goethe. Eckermann l'attend dans la pièce où il y a canapé, piano et fauteuil. Et là a lieu leur premier entretien. Ensuite, ils se voient, pas quotidiennement, mais quand même très souvent. Parfois, il y a 8 jours qui passent où ils ne se parlent pas, mais parfois aussi, ils se voient tous les soirs. Et Eckermann note toujours à table, chez Goethe à table, bei Tisch, zu Tisch. Et c'est toujours au dessert qu'il commence les conversations qu'il note effectivement. Je fus saisi d'émotion.
Mais il dissipa toute gêne par ses paroles amicales. Nous nous assîmes sur le sofa. J'étais éperdu de bonheur en le voyant si près de moi. À peine trouvai-je quelques mots à lui dire. Il se mit aussitôt à me parler de mon manuscrit. Nous restâmes longtemps assis côte à côte dans une communion d'esprit pleine d'agrément et de charme. Je lui touchais les genoux. Sa vue me faisait oublier son discours. Je ne pouvais me rassasier de le contempler. Oui, alors par exemple, très souvent les journées commencent, enfin je veux dire la façon dont Eckermann évoque une rencontre avec Goethe, ça commence par à table avec Goethe. Et en effet, bon, on voit très bien la silhouette de Goethe à table. Et on a l'impression qu'il y a entre Goethe et Eckermann un rapport comme ça qui est un rapport de... C'est pas un père qui nourrirait son fils ou quelque chose comme ça. Parce que très souvent il est question de Goethe apportant au dessert, par exemple, des tableaux, des reproductions de Claude Lorrain ou de Rubens. Et Eckermann dit assez souvent que la parole de Goethe ou les tableaux qu'il lui présente sont comme une nourriture qui le comble totalement. Les pièces sont très très belles, elles se suivent. Oui, ce sont des mondes un peu tous différents. Là, on a un monde obscur. Quand même teinté, hein. Est-ce qu'on retrouve ici le même climat que dans les descriptions qu'il peut en faire dans Eckermann ou dans d'autres livres? On a l'impression que c'est un petit peu comme ça, oui, des lieux semi-obscurs, comme ça, où on a une atmosphère propice à la méditation. Peut-être que la petite table peut évoquer, je sais pas, les situations où Goethe dictait, puisqu'on voit souvent Goethe dicter à son secrétaire ou à Eckermann à l'occasion. Et le bruit des pas qu'on fait en marchant devait être celui que devait entendre le secrétaire, puisque Goethe, semble-t-il, marchait de long en large et dictait à haute voix, et qui est à la mesure du silence entre les phrases, je crois. Alors nous sommes au rez-de-chaussée, nous allons monter à l'étage. Sûr. Jeudi 18 octobre 1827. Hegel est ici, que Goethe, personnellement, tient en très haute estime, quand bien même certains fruits issus de sa philosophie ne lui plaisent guère. Ce soir, Goethe a offert un thé en son honneur. La conversation en vint à la nature de la dialectique. Au fond, dit Hegel, ce n'est pas autre chose que l'esprit de contradiction, inné en chaque homme et développé d'une façon méthodique. Un don qui apparaît grand dans la distinction entre le vrai et le faux. Pourvu, insinua Goethe, qu'un tel art et une telle agilité d'esprit ne soient pas, comme il arrive trop souvent, tournés en abus, et qu'on ne l'emploie à faire passer le faux pour vrai et le vrai pour faux. Cela arrive, répliqua Hegel, mais seulement chez les individus qui ne sont pas sains d'esprit. Je vous ai vu tout à l'heure passer la frontière de l'Allemagne de l'Est avec appréhension. Oui, j'étais extrêmement ému, parce que, en effet, quand on se rend à Weimar, c'est quand même un voyage initiatique. C'est quelque chose qui nous fait rencontrer la réalité géographique de Goethe. Vous imaginez
je sais pas moi, Goethe allant à Weimar à l'époque, en 1475, c'est une bourgade de 6000 habitants avec de la boue sur les chemins. Il n'y a rien, il y a un petit prince de rien du tout. Et c'est donc même pas une ville, enfin. Et Goethe va s'installer là pour 50 ans, pour toute sa vie. Oui, alors on voit, enfin, à la fin de la vie de Goethe, Weimar, on a l'impression que c'est un petit peu un microcosme, c'est un petit peu le centre de l'univers éclairé de l'Europe. Et effectivement, bon, on voit Goethe recevant par exemple une lettre de Walter Scott et recevant aussi la visite de Hegel même. Et bon, effectivement, on a l'impression que tout ce qui compte en Europe, dans l'Europe éclairée, se donne rendez-vous à Weimar. Et on se demande même à certains moments comment Goethe fait pour prendre le temps d'écrire simplement dans cette société qui est tellement policée, tellement mondaine aussi. Parce qu'il y a vraiment une mondanité de Weimar. Et il en est question assez souvent aussi dans les conversations de Weimar, le théâtre de Weimar. Il y a la famille de Goethe aussi qui est importante. Il y a la cour de Weimar, chez laquelle se rend assez souvent même, je crois que c'est le petit-fils de Goethe. Et voilà, on a l'impression que tout se passe à Weimar. Alors, je crois que ce qui frappe aussi dans les conversations avec Eckermann, c'est que c'est une voix qui parle. C'est de page en page une voix qui vibre. Eckermann, lorsqu'il arrive chez Goethe, au mois de juin 1823, donc une date historique dans la vie d'Eckermann en tout cas, et dans la vie du lecteur après, il est frappé par non seulement par l'apparition de Goethe, sa santé robuste, sa stature, sa façon de marcher, mais aussi, dès le premier moment, par sa façon de parler. Et il ne se lasse pas de répéter que Goethe a toujours parlé avec une certaine lenteur, une lenteur aisée, mais pas une rhétorique très rapide, encore que brillante. Eckermann, c'était avant tout une oreille. Oui, je crois que... Mais qu'est-ce qu'il y met dans cette oreille? Bon, je ne sais pas si Goethe se contraignait en quelque sorte en parlant à Eckermann, je pense pas. Mais je crois qu'au contraire, il se livrait assez spontanément. Bon, on sait par exemple qu'ils buvaient du vin ensemble, qu'ils arpentaient la pièce, la chambre de Goethe. Souvent il est question de ça. Bon, ils allaient de long en large, ils parlaient en marchant. Ils se promènent aussi dans les campagnes, ils pique-niquent ensemble. Donc on peut difficilement imaginer que Goethe se soit contraint d'une manière quelconque avec Eckermann. Mais il attendait d'Eckermann une fidélité absolue et aussi une dépendance absolue, puisque Eckermann à un moment fait un voyage avec le fils de Goethe. Je crois que c'est le même voyage en 1830. D'ailleurs, au cours de ce voyage, le fils de Goethe va mourir. Mais Eckermann, à un moment, se retrouve seul à Genève. Et là, il va adresser plusieurs lettres à Goethe pour lui expliquer qu'il a besoin de prendre un petit peu de recul, qu'il ne veut pas revenir à Weimar tout de suite, pour pouvoir composer cette œuvre qu'il porte en lui depuis longtemps, qui sont les conversations. Et bon, Goethe ne met pas d'objection à ce projet, mais il dit qu'il veut quand même que tout soit publié suivant sa propre conception. Il veut un droit de regard absolu sur ce que va écrire Eckermann. Donc il exige quand même une forme de soumission de la part d'Eckermann, mais jusqu'à un certain point, parce que sinon, c'est quand même un livre où il y a une liberté de conception évidente. Peut-être est-ce intéressant, ou serait-ce intéressant de dire quelques mots sur cette figure étrange qu'était Eckermann.
Eckermann, donc un très jeune homme, lorsqu'il arrive à Weimar, Eckermann aurait pu être le fils de Goethe. Hein. Il a 3 ans de moins que le fils unique de Goethe, qui s'appelle Auguste. Eckermann arrive donc à Weimar à pied. Et ce jeune homme d'une origine extrêmement modeste, paysanne, qui à l'âge de 14 ans ne savait pas encore lire et écrire, était habité d'une soif, d'une avidité de connaître, d'apprendre, peut-être aussi habité du désir d'avoir une certaine gloire littéraire un jour lui-même. Alors, tout à fait au début de sa vie, il a dû être scribe, et puis il a fini quand même à intéresser quelques personnes à son sort qui l'ont aidé à aller à l'université de Göttingen, où il a fait des études de droit, de philologie. Et puis, il s'est retiré à la campagne et s'est mis à écrire. Il a écrit des poèmes lui-même qu'il a publiés à compte auteur. Et il a eu une idée ingénieuse, peut-être aussi calculée. Il a écrit un petit recueil et contribution à la poésie et qui est déjà un hommage à Goethe. Alors nous sommes en ce moment dans la bibliothèque de la maison de Goethe à Weimar. Et comment la reconnaissez-vous par rapport aux documents? Eh bien, gravures? Rien n'est étonnant pour quelqu'un qui a lu Goethe, puisque Goethe en fait parle toujours des choses qui l'environnent. C'est-à-dire que ce qui est curieux chez lui, c'est l'extraordinaire importance des choses concrètes de son environnement. Et dans les conversations avec Eckermann, il est constamment question de je vais vous montrer ma collection de, etc. Alors ce sont, je ne sais pas, toutes sortes d'objets qu'il collectionnait. C'était un fou de collection, c'était vraiment un homme, c'est incroyable ce qu'il a pu collectionner. Et il y a un côté musée, indéniablement, ce qui fait que, au fond, sa maison de Weimar qui devient un musée, sa bibliothèque qui devient un musée, c'est une idée qui est déjà inscrite du vivant de Goethe. Et c'est ça qui fait le caractère étrangement vivant, en fait, du lieu. Mais pour revenir à l'idée de collection elle-même, je crois que la collection, c'est aussi cette espèce de manière qu'ont les hommes comme lui d'accumuler parce qu'ils sont loin de tout. Il faut s'imaginer Weimar comme une toute petite bourgade. Et donc, il a besoin, un peu comme les gens de province ont beaucoup d'encyclopédies, il a besoin de beaucoup d'objets autour de lui et de beaux objets pour qu'il puisse, et lui-même le dit souvent, il utilise des expressions curieuses du genre se nettoyer les yeux, par exemple. Et même inversement, il dit qu'il faut voir de vilaines choses pour apprécier les belles. Et cette maison est donc une sorte d'endroit, oui, d'endroit où on vit, mais aussi d'endroit où on voit. Je crois que c'est très très important de bien montrer le côté vitrine de la maison, d'insister sur ce côté vitrine, accumulation. Oui, par exemple, chez Wittgenstein, le monde visible est ramené au mot énoncé, et très souvent chez Goethe, le monde visible est ramené au mot aperçu. C'est un mot qui revient très souvent. Le mot aperçu qui d'ailleurs est utilisé dans le texte en allemand en français. C'est-à-dire que pour lui,
un aperçu, c'est à la fois une pensée et un objet vu. C'est tout ce qu'on peut dire, par exemple, des phénomènes primitifs, puisque souvent on a pu ramener l'idée d'aperçu à l'idée de primitif, de ce qui est d'abord là et qui sert de modèle, qui est à la fois donc idéal et réel. Et pourtant, de la part d'un écrivain, le langage est quelque chose qui existe avant d'être là. Alors comment essaie-t-il de faire la synthèse du langage et de l'aperçu? Je ne crois pas qu'il y ait, comme aujourd'hui, cette rupture qu'on imagine entre le langage et le réel. Je pense par exemple à Maurice Blanchot, qui explique très bien que pour dire un chat, il faut d'abord le tuer, et puis ensuite le mot vient, et à travers le mot et son évocation, le chat renaît. Ça, c'est une image que je qualifierais d'image scientiste, c'est-à-dire qui vient directement du positivisme du XIXe siècle, mais qui, chez Goethe, n'est pas du tout ressenti comme ça. Le langage, c'est un don, certes, un don qu'il peut qualifier de divin, ou je ne sais pas quel adjectif il pourrait utiliser, mais en tout cas un don logique, c'est-à-dire qu'elle est la conséquence de l'évolution de l'homme. Et en ce sens, lorsqu'il parle, lorsqu'il dit quelque chose, je crois qu'il a cet orgueil qui est tellement agaçant chez le lecteur, de penser que c'est un peu Dieu qui parle par sa bouche. Dimanche 3 janvier 1830. Goethe m'a montré le Keepsake, almanach anglais pour 1830, qui contient de fort belles gravures et des lettres extrêmement intéressantes de Lord Byron, que j'ai lues au dessert. Pendant ce temps, lui-même avait pris en main la nouvelle traduction de son Faust, par Gérard de Nerval. Tout en la feuilletant, il semblait lire, çà et là, quelques passages. Il me vient, dit-il, de singulières idées à l'esprit, quand je pense que ce livre garde encore sa valeur dans une langue par laquelle Voltaire a régné en maître il y a 50 ans. Vous ne sauriez imaginer ce que je veux dire par là, et vous n'avez aucune idée de l'importance que Voltaire et ses illustres contemporains avaient au temps de ma jeunesse, de la souveraineté dont ils jouissaient dans tout le monde intellectuel. On ne voit pas assez clairement, d'après ma biographie, l'influence que ces hommes ont exercée sur ma jeunesse, et combien il m'en a coûté de me défendre contre eux, de conquérir mon indépendance, et d'avoir un rapport plus direct avec la nature. C'est-à-dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que le livre est en fait divisé en 3 parties. Il y a les 2 premières parties qui ont été composées par Eckermann très peu de temps après la mort de Goethe. Et puis, il y a la 3e partie qui a été... Enfin, Goethe est mort en 1832. Et Eckermann a donc publié une 3e partie en 1847. Et entre ces 2 premières parties et la 3e, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Et dans la 3e partie, il y a des souvenirs qui émergent, qui n'apparaissaient absolument pas dans les 2 parties précédentes, alors qu'il y a exactement le même découpage chronologique, 1823-1832. Et dans cette 3e partie, il y a en particulier... il est question par exemple de l'incendie du théâtre de Weimar, c'est quand même un événement assez capital, et on se demande pourquoi il n'apparaissait pas dans les 2 premières parties. Et il est question aussi davantage, il me semble, de la personnalité même d'Eckermann, parce que il raconte par exemple 2 leçons qu'il a données à Goethe, c'est-à-dire qu'il a inversé en fait la relation Goethe-Eckermann. À un certain moment, enfin par 2 fois, Eckermann va donner 2 leçons à Goethe, une sur le tir à l'arc et l'autre sur les oiseaux, parce que Eckermann s'y connaissait pas mal en ornithologie. Et puis Eckermann va raconter aussi 3 rêves, et même va faire allusion à un petit rêve de Goethe. Et ces 3 rêves que je trouvais particulièrement intéressants, parce que là aussi on se demande pourquoi il n'en était pas question dans les 2 premières parties, et on se demande aussi ce qu'ils peuvent bien signifier. Alors il y en a 2, je ne sais pas si j'en parle là. Ah, il y a 2 rêves en particulier. Il y en a un, tous les 2 je crois datent de 1828.
Il y en a un où Eckermann raconte qu'il se trouve au bord d'un lac et qu'il veut rejoindre une joyeuse compagnie qui est de l'autre côté du lac, sur l'autre rive. Et il hésite à traverser le lac, enfin il est en compagnie d'autres jeunes gens, mais il hésite à traverser le lac parce qu'il pense qu'il n'est pas assez vigoureux, qu'il n'est pas assez beau et qu'il n'aura pas la force de traverser. Et dans le rêve, un de ses compagnons lui propose d'échanger de corps. Et Eckermann va se retrouver donc dans la peau d'un autre, et dans la peau d'un nageur très beau et très vigoureux. Il va traverser le lac, et arrivé de l'autre côté, il a très peur que le nageur à qui il a en échange donné son propre corps un peu débile, il a très peur que ce nageur réclame son corps vigoureux. Mais le nageur en question est assez content de la peau d'Eckermann finalement. Eckermann conserve donc ce corps très vigoureux. Et Eckermann raconte qu'à ce moment-là, il a l'impression d'une indépendance totale du corps et de l'esprit. Alors il y a un autre rêve, toujours, enfin ça c'est à la fin de l'année 1828, c'est le rêve de Faust et Méphistophélès. Alors là, ce rêve est écrit à la première personne, et ce jeu, celui qui dit jeu, on pourrait identifier à Eckermann, mais c'est sans doute un peu plus compliqué. Ce jeu raconte qu'il se promène avec Faust et Méphisto. Et là, il y a toute une relation, Faust, Méphisto et cette première personne. Et il semble aussi que ces deux rêves aient été explicitement adressés à Goethe. Enfin, je veux dire qu'on peut se demander dans quelle mesure Eckermann n'a pas fait exprès, en quelque sorte, évidemment inconsciemment, de rêver ses rêves pour Goethe. Puisqu'à chaque fois, il les raconte à Goethe, qui à chaque fois dit « Ces rêves sont très singuliers et très jolis ». Et c'est chaque fois la même expression. Est-ce qu'il n'y a pas une part de non-dit dans les conversations? C'est possible. Je pense qu'il y a déjà une harmonie. Alors ça pourrait être une part de ce non-dit, une harmonie entre les deux, l'un et l'autre, sachant ce que représente l'écriture, la poésie, ayant même accepté de laisser tomber une certaine agitation du monde. Et je sais pas, j'adore par exemple ce conseil que Goethe donne à Eckermann en disant mais écoutez, laissez tomber le côté journalistique là qui vous tente tellement, vous auriez envie d'être directement en prise sur le présent. Soyez un petit peu vous-même. Et bon, la voix n'est pas simplement un Sophocle ressuscité, mais je crois qu'il y a une intimité qui se crée entre les deux personnages. Écoutez, ce qui me frappe peut-être le plus dans la conversation, dans les conversations avec Eckermann, c'est la façon dont chaque conversation débute. Hier soir, j'ai été rencontrer Goethe, j'ai été à sa table. Au fond, un côté qui pourrait être anecdotique, répétitif, et peut-être irritant pour quelqu'un qui voudrait aller droit à un but qui n'existe pas. Vous pensez que c'est un livre qui a un fonctionnement particulier, qui est imprimé par ou Eckermann, ou Goethe, ou par Weimar? Écoutez, il y a tout ça, c'est clair. Non, il y a tout ça. Il y a ce Weimar qui est une... Qu'est-ce que c'est que Weimar? C'est peut-être plus une amitié. Schiller est déjà mort, au fond. Wieland aussi. Donc, ce sont plutôt des visiteurs qui amènent cette vie. Ce sont la vie rentre par tous les canaux d'information possibles. C'est le globe qui est régulièrement sur la table de Goethe. Enfin, je suis frappé de voir comment ce monde qui pourrait sembler très clos. Weimar, c'est tout petit, c'est une petite ville. Il n'y a pas beaucoup d'actions politiques. Surtout pas en 1828 etc. Et les suivantes, la 28 à 32, les dernières années de la vie de Goethe, ou même un petit peu avant. Il n'y a pas beaucoup de vie politique, mais il y a pourtant une présence extraordinaire. Napoléon est une des figures les plus souvent évoquées, Shakespeare. Au fond, il passe un monde fou dans ces conversations. Et alors, comment est-ce que se fait ce fonctionnement? C'est vrai que ce serait intéressant de l'étudier
sur quel rythme est-ce que progressent les choses. Parfois c'est au rythme des lectures. Vous vous souvenez, Goethe confie à Eckermann tel ou tel texte et puis il demande d'y réfléchir, de voir comment il est organisé, comment est-ce qu'il faudrait le mettre au net pour les œuvres définitives. Et je trouve très touchante cette délicatesse de Goethe qui ne laisse jamais Eckermann seul avec un texte comme ça à brûle-pourpoint, qui dit il a fallu un certain temps de maturation du texte, gardez-vous aussi le temps de la lecture. Je trouve ça une délicatesse très, très belle. Si vous voulez, je crois que ces conversations avec Eckermann, il faut les voir dans l'immédiateté d'une intimité à laquelle il nous introduit. Comme je l'ai dit et comme tout le monde le sait, poursuivit Goethe, nous étions malgré la communauté de nos aspirations deux tempéraments très différents. Et cela non seulement au moral, mais au physique. Une atmosphère qui pouvait être bienfaisante pour Schiller était pour moi délétère. Un jour que j'étais allé en visite chez lui, comme il ne se trouvait pas à la maison et sa femme m'ayant assuré qu'il rentrerait bientôt, je m'assis à sa table de travail pour prendre des notes sur une chose ou sur une autre. À peine étais-je assis, depuis quelques instants, que je me sentis incommodé par un étrange malaise qui croissait peu à peu, au point que je faillis m'évanouir. Je ne savais pas tout d'abord à quelle cause attribuer ce singulier malaise, lorsque, enfin, je remarquai qu'une odeur nauséabonde s'exhalait d'un tiroir placé à côté de moi. En ouvrant ce tiroir, je m'aperçus qu'il était plein de pommes pourries. Je ne fis qu'un bond vers la fenêtre pour respirer l'air pur, et je me sentis aussitôt remis. Sur ces entrefaites, sa femme était rentrée. Elle me dit que le tiroir devait toujours être plein de pommes pourries parce que cette odeur faisait du bien à Schiller et qu'il ne pouvait ni vivre ni travailler sans cela. Demain matin, ajouta Goethe, je vous montrerai où Schiller habitait ici même, à Iéna. Je crois que son malaise vient du fait qu'il en fait un peu trop. Je vais m'expliquer sur cette expression. Il veut essayer, dans une vie d'homme, 82 ans, 83 ans, et il veut essayer de rassembler toutes les expériences humaines. Il est vrai qu'il passe du règne de Louis XV à 1832, donc on voit effectivement tout ce temps troublé qu'il a traversé par sa vie même, mais il essaye d'embrasser tout d'un coup. Ça, c'est le vrai malaise de Goethe, je crois. S'il y avait un malaise, ce serait la volonté d'être tout. D'être poète, d'être romancier, d'être scientifique, d'être homme de théâtre, de faire tout. Et parce que justement, l'Allemagne du temps n'a pas encore de poésie vraie, n'a pas encore de théâtre vrai, n'a pas encore de roman vrai. Et c'est lui qui fonde tous les genres. Et il veut en plus fonder dans les sciences, ce qui témoigne en effet d'un malaise, je crois, d'une angoisse, de quelque chose comme « je suis le premier, j'ai peur ». Ce serait une angoisse de fils aîné, je dirais, ou peut-être de père fondateur. Alors, je pense en particulier, curieusement, à une remarque, une petite remarque incidente qu'on trouve chez Freud, qui dit ceci. J'ai passé plus de temps à faire de l'archéologie que de la psychologie. Alors évidemment, c'est une remarque qui est surprenante. Et puis, lorsqu'on a lu Goethe, on se souvient qu'on l'a déjà vu quelque part chez Goethe. Et en effet, Goethe dit « J'ai passé plus de temps à étudier les sciences que la littérature ». On voit ici donc que Freud, en fait, est tellement pénétré de son modèle Goethe qu'il en vient à le détourner à son profit. Parce qu'il sent que Goethe a traversé les mêmes angoisses, les mêmes affres que lui. On imagine évidemment Goethe heureux. C'est pas le problème, encore qu'ils disent dans les conversations avec Eckermann qu'il a vécu 3 semaines de bonheur. Alors ça c'est le problème. Je voudrais à ce propos, oui, avec qui c'est peut-être que c'est pas 3 semaines d'affilée. Et il y a une plaisanterie que je trouve assez drôle qui est dans une édition de Goethe du 19e siècle. Il y avait un brave homme qui avait mis une petite note
parce que Goethe disait que son vrai grand amour, c'était Lili Schönemann. Alors l'éditeur, donc le commentateur du texte, mettait une petite note, puis disait « Ici, Goethe se trompe. Son vrai grand amour, c'est Frédéric Brion. » Ce qui prouve d'ailleurs chez les commentateurs de Goethe que toutes les âneries ont pu être possibles. Et c'est amusant parce que maintenant, lorsqu'on parle de littérature allemande avec des Allemands, très souvent on entend cette phrase pointée « Ici, Goethe se trompe ». Et tout le monde rit parce qu'on sait qu'on fait allusion à cette plaisanterie. Donc on voit que le bonheur de Goethe, quand même, c'est troublant, effectivement. On ne sait pas où il est, sans doute quand même à Marienbad, du côté de 1815, sans doute avec Lili Schönemann, puisqu'il le dit, Goethe ne se trompe pas. Donc sans doute quelques années autour de 90, par là, 1790. Et puis, récemment encore, une lecture d'une lettre de Goethe m'a confirmé dans l'idée qu'à 40 ans, Goethe n'est pas du tout satisfait de ce qu'il a fait. Hein, ça, c'est très net. Les grandes découvertes viennent après. Hein. Il a déjà esquissé le Faust, Wilhelm Meister, l'os intermaxillaire, etc. Toutes les théories qui vont venir, toutes les théories scientifiques. Mais enfin, il n'est pas satisfait vraiment. Et le grand point d'arrivée de toutes ces œuvres, des œuvres classiques majeures, c'est 1808. Donc il a 56 ans. Dimanche 10 janvier 1830. Aujourd'hui, au dessert, Goethe m'a procuré encore une haute jouissance en me lisant la scène où Faust se rend chez les mères. J'avais bien entendu et senti profondément la scène, mais tant de points restaient encore pour moi obscurs que je fus contraint de demander à Goethe quelques éclaircissements. Lui, cependant, à son habitude, s'environna de mystère, et tout en me regardant avec de grands yeux, répéta ces mots « Les mères, les mères ». Cela rend un son si étrange. L'éternelle métamorphose de l'existence terrestre, de la naissance et de la croissance, de la destruction et de la renaissance, c'est à quoi inlassablement travaillent les mères. Et comme dans tout ce qui reçoit ici-bas une vie nouvelle par engendrement continu, c'est l'élément féminin qui opère. Ainsi, ces divinités génératrices ont été à juste titre figurées comme femmes, et ce n'est pas sans raison qu'elles ont reçu le nom vénérable de mères. Parfois, il est question des femmes, de façon assez allusive et surtout très mondaine, je trouve. Certains, il y a presque des aphorismes sur les femmes, qui ne sont pas toujours très plaisants, je trouve. Maintenant, ça, ce serait s'en tenir à, je sais pas moi, des conceptions un peu anecdotiques sur l'amour, et on pourrait se demander effectivement, Goethe a-t-il aimé ? Oui, effectivement, et par moments, il y a des allusions à la vie sentimentale de Goethe, peut-être moins qu'on pourrait le souhaiter. Mais je me souviens, à un moment, il évoque une liaison qu'il a eue avec une jeune fille, et il veut parler des coïncidences qu'il peut y avoir en amour. Goethe raconte qu'il était très amoureux d'une jeune fille, et que par une série de circonstances, il n'avait pas pu la retrouver un soir, et il avait très très envie de la retrouver. Et il est allé chez elle, et elle n'y était pas. Et pendant des heures, il a tourné dans la ville en espérant pouvoir la rencontrer. Et il ne la trouvait pas, et finalement, très tard dans la nuit, il est tombé sur elle par hasard dans la rue, et elle lui a dit qu'elle le cherchait aussi. Et Goethe se sert de cette histoire pour dire qu'il y a vraiment par moments des coïncidences extrêmement étranges dans la vie. Et donc ça, c'est peut-être finalement un des passages que j'ai retenu comme ça, où il est question d'amour. En même temps, on peut s'étonner, parce que je ne sais pas de quelle jeune femme il est question ici dans cette histoire, mais Goethe a l'air éperdument amoureux d'elle, et on peut s'étonner finalement de ce qu'il ait eu quand même plusieurs amours, plusieurs passions dans sa vie. Parce qu'il y a une espèce d'intensité de l'amour, et en même temps l'impression qu'il a plusieurs fois il a vécu cette intensité au point d'en tomber malade, puisque indirectement il est aussi question d'amour. Je crois que c'est dans les premières années, peut-être en 1823. Goethe est revenu de Marienbad, où il a pris les eaux, et c'est là qu'il avait rencontré une jeune femme,
dont il était tombé très amoureux, mais qui s'était refusé. Et Goethe, à l'automne de cette année-là, en rentrant à Weimar, est tombé vraiment très très malade. Et on pensait vraiment qu'il allait mourir. D'ailleurs, on se dit, heureusement qu'il n'est pas mort, parce que sinon il n'y aurait pas eu le livre des conversations, puisque ça se passait la première année où Eckermann est arrivé à Weimar. Et on ne dit pas que c'est une conséquence de la passion qu'il avait eue pour cette femme, mais on le comprend par une série d'allusions. Mais sinon, je crois que l'amour dans les conversations, bon, il traverse un peu le livre, comment dire, à travers la relation justement Goethe-Eckermann. Bon, je sais pas comment dire, bon, c'est une relation d'amitié d'une telle force que on peut bien parler d'amour, en tout cas d'amour d'Eckermann pour Goethe, certainement. Il manquait un ouvrage à Goethe. Les conversations avec Eckermann, c'est le dernier ouvrage de Goethe. Il faut voir comment, au tout début, il lui met le grappin dessus, méchamment, sans lui demander son avis. Et il lui impose d'être, en fait, celui qui va relever ses propos. Il faut lire le tout début, c'est tout à fait presque effrayant. Si on se met à la place d'Eckermann, on peut être épouvanté. Pourquoi ? Parce que Goethe a l'intuition qu'il lui faut faire un ouvrage romantique. Je m'explique. Goethe détestait les romantiques, il détestait leur aspiration à la transcendance, etc., leur arrachement, etc. Mais il sent bien qu'il faut qu'il fasse un ouvrage du type Mémorial de Sainte-Hélène, il sent bien que c'est à la mode, et il se dit qu'après tout, c'est pas plus mal d'utiliser un médium, un média, quelqu'un d'intermédiaire, quelqu'un bien sûr d'à la fois intelligent mais pas trop, un peu borné, pour que ses pensées soient fidèlement retranscrites sans esprit de critique. Et je crois qu'il y a un jeu du chat et de la souris entre Goethe et Eckermann. Je pense que c'est un ouvrage romantique parce que il permet au lecteur moyen, banal, comme je le suis, de s'identifier à Eckermann et d'admirer encore plus la statue Goethe. Parce que, en fait, c'est pas un ouvrage composé par Goethe. C'est un ouvrage qui suit les jours, les semaines et les mois. Et alors, on peut se dire, mais alors comment il le compose, cet ouvrage ? Eh bien, justement, il n'a plus besoin de le composer. Tout ce qu'il dit, c'est taillé dans du marbre. Il a l'impression, il est tellement sûr de lui, et c'est pour ça qu'on peut parler de bonheur, il est tellement sûr de lui que tout ce qu'il dit peut être transcrit comme tel et peut être immédiatement imprimé. Parce que toute l'expérience de sa vie précédente l'a amené cette fois à avoir un langage, non plus une parole écrite, mais un langage qui permette d'être donc une voix qui s'élève au-dessus du fracas du monde et qui devienne donc une sorte de, comment dirais-je, de voyant, de piti, aussi il projette sa voix vers l'avant. Suivre la mode du temps, c'est ça aussi. Il veut parler à ses contemporains. Et il est bien certain que les affinités électives au Wilhelm Meister, en particulier le Wilhelm Meister qui l'occupe pendant les conversations avec Eckermann, donc la seconde partie, les années de voyage, c'est pas un ouvrage à mettre entre toutes les mains, c'est incompréhensible. Il le dit d'ailleurs dans les conversations, mes ouvrages ne sont pas populaires. Et ils ne le seront jamais. Simplement, je pense qu'avec les conversations avec Eckermann, il a trouvé un médium qui lui permette de se faire comprendre de tout le monde. C'est une interview transcendantale. Américaine se réunit à Washington. Salomon Reinach, né en 1858 à Saint-Germain-en-Laye, où se trouve aujourd'hui un musée des Antiquités nationales, et ce n'est pas par hasard. De même, le poète doit s'efforcer d'acquérir des connaissances multiples, car le monde entier est sa matière première, qu'il doit savoir, comprendre et exprimer. Mais le poète ne doit pas vouloir être peintre. Il doit se contenter de reproduire le monde par la parole, tout comme il laisse à l'acteur le soin de le représenter à nos yeux par sa personne. Une chose est la connaissance, autre chose, la pratique
et la vie. Et il faut savoir que tout art, dès qu'on prétend l'exercer, est quelque chose de si difficile et de si grand que cela exige, pour y passer maître, une existence entière. C'est ainsi que Goethe s'est efforcé d'acquérir des connaissances très diverses, mais a toujours su dans la pratique s'en tenir à un seul art, n'exercer que celui-là, mais avec maîtrise. L'art d'écrire en allemand. Que les objets sur lesquels il a écrit aient été fort variés, c'est une autre question. Alors cette fois une autre référence, au sens presque hölderlinien du terme, c'est-à-dire d'un homme qui serait une sorte d'intermédiaire entre les dieux et les hommes, et qui serait là pour transmettre les messages qui lui viennent. Donc image en fait parfaitement romantique, et je suis certain que ce propos lui répugnerait parfaitement. Parce que le romantisme est pour lui vraiment le comble de l'absurdité. Vous voulez ajouter quelque chose? Enfin, j'ai peut-être pas très bien compris, mais donc Goethe en tant que poète serait l'intermédiaire entre les dieux et les hommes? Enfin, je crois que oui, je ne me suis pas très bien exprimé. Ça, c'est ce que les romantiques ont fait de Goethe. Je pense que Goethe se voyait plus simplement habité par Dieu, c'est tout. Et je crois qu'il pensait que tous les hommes étaient capables de le faire avec un peu de volonté, d'exercice. Il faut voir dans les conversations toutes les mentions qui sont faites sur la faiblesse des contemporains, leur faiblesse, et le mot faiblesse revient constamment pour décrire les romantiques, enfin tous ces contemporains, et au contraire l'exaltation de la force de ces gens qui, comme lui, sont pleins des anciens, de l'Antiquité, etc. Oui, moi je me demandais si on ne peut pas quand même considérer Goethe comme quelqu'un d'autrement réaliste, comme poète, que ça... Mais ça n'est pas du tout contradictoire. Je crois que le réalisme de Goethe, l'idée qui me viendrait, c'est quand il dit la vie est symbole. En fait, ce serait peut-être celle-là, la vraie clé de Goethe. La vie est symbole, c'est-à-dire ce que je vois, je vais l'utiliser comme élément poétique. Voilà la grande nouveauté. Hein. Il n'y a pas de genre poétique chez Goethe. Tout est poésie. Hein. Ça peut être aussi bien la petite rose de la lande que la métamorphose des plantes. Ça peut être donc une idée très abstraite, une chose très concrète, peu importe. Et lorsqu'il critique d'autres poètes, il leur reproche toujours de n'avoir pas vu les choses. C'est vraiment, les conversations avec Eckermann sont une véritable mine, d'ailleurs, pour les critiques sur les poètes du temps, car à chaque fois qu'il porte une critique contre un contemporain, c'est pour dire il n'a pas bien vu. On voit bien qu'il n'a pas vu. Et ce qui prouve, à contrario, que sa propre poésie est, elle, ancrée essentiellement dans le regard. Chez Goethe, le créateur rejoint la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement telle expression individuelle, mais le créateur n'est pas celui dont l'âme serait tourmentée. On penserait plutôt là à nos comparaisons modernes, Baudelaire, les poètes plus récents de la fin du 19e. C'est celui qui sait se faire nature, qui sait la donner à voir. Et, au fond, moi, j'aimerais revenir à cet élément. Goethe est un personnage qui entretient avec la vie une proximité, comme je connais fort peu de créateurs de ce style. Et alors, on entre dans Goethe sans effraction, avec un naturel extraordinaire, et je crois qu'on peut y être heureux. C'est vrai qu'il essaie de se faire voir au quotidien, oui, et qu'il est très proche de la nature, et cependant il laisse planer un mystère sur le personnage, sur les clés de certains grands livres. Il ne dit pas tout, par exemple, à propos de Wilhelm Meister ou du Faust. Non, bien sûr que non, mais il ne veut pas couper le plaisir du lecteur aussi. Et je pense que ce qui est chez lui prédominant, c'est que le mystère n'est en tout cas pas une idée qu'il garderait par derrière la tête et qu'il voudrait ne pas dire. Il le dit, et alors ça je trouve ça absolument charmant, mes contemporains, les Allemands, sont des personnages quand même invraisemblables. Ils vont toujours chercher des idées derrière mes œuvres et ne cessent pas de me torturer jusqu'à ce que je leur dise ce que j'avais derrière la tête. Mais au fond, je n'avais rien derrière la tête, dit-il. J'avais le plaisir d'écrire, le plaisir de représenter et de faire vivre. Et quand je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très proche de la vie.
au fond, il a le sentiment de ce qu'est la vie, de comment elle évolue, comment elle change, comment elle est proche de nous, comment une œuvre d'art, pour rivaliser avec la vie, doit craquer de tous les côtés d'une présence. Au fond, les personnages sont saturés de présence. Vendredi, 13 février 1829. À table seul avec Goethe. Quand j'aurai terminé les années de voyage, dit-il, je reviendrai à la botanique. Mais j'ai bien peur que cela m'entraîne encore loin et redevienne pour moi à la fin un cauchemar. De grands secrets demeurent cachés. J'en connais quelques-uns. De beaucoup, j'ai le pressentiment. Je vais vous confier quelque chose et m'exprimer d'une manière étrange. La plante pousse nœud par nœud et s'achève enfin dans la fleur et la graine. Dans le monde animal, il n'en va pas autrement. La nature ne plaisante pas. Elle est toujours vraie, toujours stricte et rigoureuse. Qu'est-ce qui pousse Goethe, selon vous, à réduire Mignon au silence? Ce qui pousse Goethe à réduire Mignon au silence, c'est qu'au fond, Mignon, du fond d'elle-même, n'avait sans doute pas, et ça c'est assez terrible, la force pour aller plus loin. Ça aussi, c'est très goethéen. Les êtres vont jusqu'où ils peuvent aller, ni plus ni moins. Certains sont peut-être mûrs trop tôt. Certains sont prêts trop tôt. Et je crois que c'est un des visages de Mignon, un des aspects qui en tout cas moi me touche, c'est que précisément Mignon est mûr trop tôt. Et muette. Et ça l'amène à devoir se taire, précisément. Parce que elle a trop à dire, elle n'a pas encore les mots pour le dire. Je vais poser ma question autrement. Alors, pourquoi Goethe rencontre-t-il Mignon? De quoi a-t-il besoin? En rencontrant Mignon, il rencontre aussi le tragique de l'adolescence, c'est-à-dire cet enfermement sur soi qui est riche d'un monde, mais d'un monde qui ne parvient pas encore à sourdre, encore moins à se manifester pleinement. Et c'est cette richesse intérieure du monde de Mignon qui paradoxalement l'a réduite au silence. Mais c'est cette richesse intérieure que Goethe sent. C'est aussi cette ambiguïté extraordinairement riche de Mignon, sexuellement parlant, qui l'attire. Goethe est quelqu'un qui, en tant que poète, ne peut pas ne pas être attiré par l'ambiguïté, qui est le domaine même de la poésie. Je ne dis pas l'équivoque, je dis l'ambiguïté. Et il y a cette même ambiguïté devant Eckermann. Alors, ce que serait la vie, il faut peut-être le demander à ceux qui en ont le sens. Je pense par exemple à Nietzsche et à Freud, qui sont deux grands disciples, mais parmi les grands de Goethe. Et c'est un peu étonnant parce que on pourrait se dire que Freud, ayant fouillé les soubassements de l'homme, a été cherché dans les profondeurs que Goethe n'aurait pas aimé reconnaître. Or, le discours en l'honneur de Goethe que Freud rédige est une des plus belles choses, enfin un hommage où, comme à son habitude, Freud dit, vous savez, je n'ai rien apporté qui ne soit déjà chez les poètes. Et quant à Nietzsche, il en parle, peut-être en philosophe, mais il en parle en amoureux de Goethe. Et il dit, et là je ne peux pas m'empêcher d'y penser dans ce lieu qui est le nôtre, il dit au fond, Goethe a laissé venir à maturité son œuvre, et il y a chez lui un sentiment de la langue allemande que personne d'autre ne connaît, et qui est un sentiment limoneux. On est proche de la terre,
Et pour pousser la comparaison jusqu'au bout, et qui est toute naturelle et belle chez Goethe, ou plutôt sous la plume de Nietzsche, Goethe est l'homme de la maturité automnale. C'est-à-dire que comme un raisin n'est pas bon s'il n'est pas gonflé de soleil et de sucre, eh bien l'œuvre n'est belle que parce qu'elle a été jusque-là. Mais qu'est-ce que vous entendez par disciple de Goethe? Qu'est-ce qu'on entend par disciple? Écoutez, je pense qu'il n'y a aucune notion de, sûrement pas de servilité, ni de dette qui serait contraignante. Et je pense qu'il y a le plaisir de se reconnaître dans quelqu'un qui a frayé la voie et qui laisse chacun s'épanouir selon son ordre, celui qui est le sien. Et il me semble que chez Nietzsche et chez Freud, ce qu'il y a probablement en commun, c'est cette universalité, cette modestie et cette volonté de penser à partir des mots et de penser à partir d'une langue qui est la langue allemande. Et au fond, je crois que la réflexion est très pertinente, qui est celle de Georges Arthur Goldschmidt, quand il dit « la langue allemande est fort peu abstraite ». C'est une langue qui est étonnamment proche du corps, qui est étonnamment proche même du rythme de la respiration. Et l'œuvre de Goethe, pour laquelle on cherche tellement de clés, je crois qu'il ne faut pas chercher de clés si on se laisse prendre par elle. Mais pourquoi est-ce que le rythme, par exemple, de la parole, des vers, etc., ne nous conduirait pas si loin? Ce qu'est la méthode Goethe, c'est qu'elle est basée, et là on le voit bien à nouveau dans les conversations avec Eckermann, elle est basée sur l'œil, sur le regard. Et d'ailleurs, Goethe a longtemps hésité entre la peinture et la littérature. Il a cru qu'il était peintre encore jusqu'au voyage en Italie, donc jusqu'à 1786, 1788. Il a beaucoup travaillé sur l'optique. C'est d'ailleurs ce qui le met en rupture avec Newton. Il n'a pas, dans les conversations avec Eckermann à nouveau, c'est le texte clé sur sa dispute avec Newton, puisqu'il fait un bilan. Et vraiment, ce qu'il dit de Newton est absolument ahurissant de violence. Alors qu'on n'a pas l'habitude d'entendre Goethe dire des choses ignobles. Enfin, je veux dire, là, il est vraiment très, très méchant. Et puis, c'est même, ce qui est curieux aussi, c'est que c'est à l'origine de sa poésie. Je pense que ce qui fait de sa poésie une poésie originale, c'est qu'elle est une poésie de l'œil, alors que celle qui la précède, disons celle de Klopstock, par exemple, il faut voir à nouveau ce qu'il en dit dans les conversations avec Eckermann. On voit que ce qu'il dit de la poésie de Klopstock, au fond, il dit c'est une poésie d'idées, mais on sent bien qu'effectivement Klopstock n'a pas vu les choses. Et moi, je les ai vues. Enfin, là, de ce point de vue-là, il est extrêmement fier de ce qu'il a fait. Et effectivement, c'est quand même une poésie, même on peut, évidemment, les lecteurs français ont beaucoup de mal à aborder ce type d'ouvrage, mais c'est la conséquence de son regard. Je crois qu'effectivement, la caractéristique de sa poésie, c'est quand même une poésie toute de regard, de choses vues. Et d'ailleurs, ce qui est aussi lié à l'idée de joie, je crois. Pour nous, aujourd'hui, évidemment, un écrivain joyeux, c'est presque une provocation, mais sans arrêt, quand même, chez Goethe, revient cette idée de joie. Alors, évidemment, pour nous, ça nous met un petit peu mal à l'aise. Pourtant, il dit que cette joie est liée au phénomène de l'œil, au phénomène optique, au fait de voir le monde, bien qu'il soit dans une toute petite ville minuscule. Il dit, ce qu'il dit est aussi simple que, par exemple, dans une lettre à Schopenhauer, il dit « Nous sommes installés sur les fondements antiques et cet avantage, personne ne nous l'ôtera ». Ou bien il écrit à un autre, son ami Zelter, il lui dit « Nous serons les derniers d'une époque qui ne reviendra pas ». Il veut dire par là qu'ils sont les derniers à profiter du monde, je crois. C'est ça qu'il entend là. Profiter du monde, ça veut dire trouver le monde beau, tel qu'il est, tel qu'il se présente. Eckermann fait des expériences pour vérifier la théorie des couleurs de Goethe, notamment des expériences qui sont vraiment très poétiques sur la neige. Il y a toute une année comme ça où Eckermann va observer la neige à Weimar et pour essayer de déterminer la théorie de Goethe concernant les ombres bleues et jaunes
sur la neige. Alors il y a des expériences aussi avec des bougies qu'on met en face de la fenêtre, avec une feuille de papier, etc. Et à un certain moment, Eckermann raconte de façon très détaillée une expérience qu'il a faite sur la neige pour voir d'où venaient ces couleurs bleues et jaunes. Et il se trouve qu'il n'est pas d'accord avec la théorie de Goethe. Et il est assez convaincant dans sa démonstration. Il expose sa démonstration au lecteur d'ailleurs. Et puis il raconte après qu'il va l'exposer à Goethe. Et Goethe en fait réagit très mal, très violemment, et trouve que Eckermann le trahit. Effectivement, Goethe c'est vraiment le pédagogue absolu, Eckermann le disciple absolu, Goethe parfait, Goethe se considérant comme quand même le centre de l'univers. Et ce côté démonstratif a quelque chose qui peut un petit peu qui peut irriter parfois la lecture, il me semble. Enfin, il y a un grand thème auquel Goethe revient très très souvent, c'est le thème de la vérité. Et il lui arrive parfois d'opposer vérité et réalité. Oui. Et il y a une phrase qui est « La vérité donne l'illusion de la réalité ». Oui, alors ça c'est à propos des dessins de Claude Lorrain. Ou, enfin bon, je crois qu'il faut replacer ça dans toute une théorie esthétique qui se dessine comme ça dans les conversations. Où Goethe parle d'abord d'une connaissance anticipée du monde. Il va évoquer comme ça plusieurs exemples, dont Christophe Colomb et Claude Lorrain, enfin il y en a d'autres aussi. Il dit qu'ils portaient en eux-mêmes la connaissance du monde. Et par exemple, Christophe Colomb avait la connaissance du nouveau monde avant de le découvrir effectivement. Quant à Claude Lorrain, il dit qu'il possédait tout le monde réel en lui-même. Et il dit que la vérité, effectivement, c'est la plus grande illusion de réalité. Je peux vous trouver la citation exacte. Mais... J'ai 306. Page 306. Oui, c'est ça. Alors voilà, ces images sont de la vérité la plus haute, mais sans la moindre trace de réalité. Claude Lorrain connaissait par cœur le monde réel jusque dans ses moindres détails, et il s'en servait comme de moyen pour exprimer le monde que contenait sa belle âme. Et tel est précisément le véritable idéalisme qui sait utiliser les moyens réels de manière à ce que la vérité qui paraît donne l'illusion de la réalité. Donc oui, il y a une opposition entre vérité et réalité. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est peut-être le mot idéalisme. Parce que d'un côté, il y a le souci de Goethe d'une poésie qui se veut objective. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut entendre sa fameuse expression, la poésie de circonstance. Mais bon, idéaliste aussi, parce que justement, il ne s'agit pas du tout de copier le réel, mais d'en donner l'illusion la plus haute. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que fait Eckermann dans les conversations. C'est ce qui me semblait qu'il faisait peut-être. Il ne s'agit pas du tout de donner une image réelle ou réaliste, plutôt, de Goethe. Mais il s'agit de donner l'illusion de la réalité. C'est une image idéale, mais qui, malgré tout, est réelle. En réalité, le but de Goethe a toujours été Pierre Garnier. Au fond, de corriger la nature par la culture. Au fond, c'est vraiment les deux mots clés de l'œuvre. Et même Weimar joue un rôle beaucoup plus important. Il ne joue pas seulement le rôle social
où Weimar, quand Goethe est arrivé, avait 9 ou 10 000 habitants. Je pense que c'était vraiment la petite bourgade. Et Goethe la crée en partie sur le plan de la poésie. Et puis, il ne faut pas oublier que la nature, c'est-à-dire les environs de Weimar, jouent un rôle considérable pour lui. Il se promène beaucoup, il va dans les mines, il y a... par exemple, il y a une énigme qui est restée. Il part, je ne sais plus très bien à quelle date, je crois que c'était en 1776 ou 77. Il part pendant 15 jours, il disparaît dans le Harz. Bon, il en ramène à Harzreise im Winter, qui est un des plus beaux poèmes de la langue allemande, et qui est un poème tout à fait, non pas mystique, mais déjà orphique. Et on ne sait pas, il entretient le mystère, on ne sait pas pourquoi il est parti, pourquoi il a disparu pendant 15 jours de Weimar. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans Goethe? Dans Goethe, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est le poète. C'est l'homme, au fond, qui n'est pas sans compromission. Je ne veux pas dire du tout qu'il soit sans compromission, c'est l'homme social, mais qui, je crois, a toujours cherché ce que j'appellerais, moi, pureté. C'est-à-dire pureté dans tous les sens et à tous les niveaux. Et ce qui m'intéresse chez Goethe, à travers sa poésie, à travers cette espèce de cristal même de sa poésie, très souvent, la langue allemande devient, notamment chez le jeune Goethe, une espèce de langue cristalline, et de langue extrêmement, au fond, extrêmement porteuse. Déjà le substantif chez Goethe, c'est lui qui porte la substance. Comme on retrouvera cela chez les expressionnistes en Allemagne. Bon, alors ce qui m'intéresse chez Goethe, c'est surtout le poète. Vous l'avez relu récemment, non? Écoutez, je l'ai feuilleté dans l'édition allemande que j'ai là d'ailleurs dans ma serviette. Je dois dire que je n'en ai pas retenu beaucoup de choses. Oui, j'ai feuilleté il y a 8-10 jours. Ça m'a plu quelquefois, mais Goethe apparaît vraiment un peu trop fade pour moi à travers ses conversations. Puis je dois dire que quelquefois il ne s'efforce pas. On sent que c'est dit le midi ou le soir au cours des conversations. Vous pensez que Goethe veut s'imposer comme écrivain, alors que c'est essentiellement quelqu'un qui dicte ses œuvres? C'était certainement un des obstacles qu'Eckermann devait surmonter. Et il raconte au début, au moment où il arrive à Weimar, qu'il se trouve un soir chez Goethe. Et enfin, j'aimerais retrouver la citation, à vrai dire. Est-ce que je peux avoir un petit moment? Parce que c'est au moment où il parle de la toux de Goethe. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, voilà, donc le 10 novembre 1823, Eckermann écrit « Tantôt je l'entendais tousser, tantôt je l'entendais soupirer, mon être était ainsi partagé, une moitié de moi-même lisait, tandis que l'autre était en proie à la sensation de sa présence. » Effectivement, la sensation de la présence de Goethe est ce qui a donné à Eckermann certainement le désir d'écrire et de composer, et en même temps c'est ce qui pouvait entraver ce projet. Donc il fallait la présence de Goethe, il fallait la parole de Goethe, mais il fallait aussi pouvoir s'en éloigner. Et donc ce que je voulais dire, c'était qu'il avait fallu donc qu'Eckermann s'éloigne de Goethe, il avait fallu que Goethe meure pour qu'Eckermann puisse écrire son livre. Alors il y a effectivement un paradoxe entre le caractère a priori oral des conversations et la tournure finalement écrite du livre, mais je crois que le livre garde quelque chose malgré tout de cette oralité, même si c'est une oralité idéale. Bon, il est question souvent dans les conversations de la voix de Goethe qui était extraordinaire, qui ressemblait à un orage, qui était très changeante, très variable. Exactement comme le livre d'Eckermann l'est d'ailleurs, puisque
le livre d'Eckermann est modulé comme ça d'un jour à l'autre, selon peut-être la météorologie, le climat presque. Et ça correspond très exactement à ce qu'était Goethe. Mais pour en revenir à la parole de Goethe, on disait qu'en effet, la parole de Goethe était infiniment supérieure à son écriture. En même temps, il y avait bien une nécessité de l'écriture, puisque Goethe, en dépit de tout, prétendait à l'immortalité. Et Eckermann le considère comme tel, puisqu'il le juge digne d'être absolument... Enfin, on a l'impression que Eckermann traque Goethe, enfin le fil presque, c'est-à-dire que toutes les paroles de Goethe sont bonnes à être retranscrites. Qu'il y ait après un travail de recomposition, c'est indéniable. Mais certainement qu'au départ, Eckermann notait absolument tout de Goethe, des paroles de Goethe. Quand vous ouvrez les conversations, est-ce que vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas? Est-ce que c'est un livre qui a toutes les réponses? Non, ce n'est pas un livre qui a toutes les réponses. Et alors, celui qui lirait les conversations dans le mauvais ordre, c'est-à-dire qui se précipiterait sur la table des matières ou plus encore sur l'index analytique, serait déçu parce qu'il chercherait à Faust et justement il ne trouverait pas le dernier mot sur Faust. Mais ça me paraît une façon de faire inconvenante en vérité. Goethe nous reçoit chez lui, il reçoit Eckermann chez lui, Eckermann nous décrit la maison de Goethe, comment est-ce qu'il y parvient pour la première fois. Et pourquoi voudrait-on arriver droit au cœur du sanctuaire? Goethe a une très belle phrase sur ce qu'est la liberté. Il dit au fond la liberté c'est peut-être bien le respect d'autrui. Et il y a certains de mes contemporains qui ont eu envie, sous prétexte que nous étions tous des hommes libres, de m'aborder mais avec arrogance, avec contestation. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la conversation avec Eckermann de cette façon-là. Et bon, je préférerais moi que ces conversations avec Eckermann, on les prenne déjà comme une entrée dans un espace. C'est la maison de Goethe, c'est là qu'il travaille, et quand on gagne sa confiance, alors on va infiniment loin. Je pense que c'est la surprise d'Eckermann que d'avoir gagné cette confiance et d'avoir mérité des aveux qui sont autant de choses qui nous sont dites à nous, en fin de compte. Nous étions maintenant sur la hauteur et nous avancions rapidement. À main droite, il y avait des chênes, des hêtres et d'autres arbres feuillus. Weimar, derrière nous, avait cessé d'être visible. Nous étions parvenus sur la hauteur qui fait face à l'ouest. La large vallée de l'Unstrut, avec ses nombreux villages et ses petites villes, s'étendait devant nous au limpide soleil matinal. « Nous serons bien ici », dit Goethe, en faisant arrêter la voiture. « Je pense qu'on pourrait voir ce que nous dirait un petit déjeuner dans ce bon air. » Nous nous assîmes, le dos tourné au chêne, en sorte que, durant la collation, nous eûmes toujours devant les yeux l'immense spectacle d'une moitié de la Thuringe. Nous dévorâmes un couple de perdreaux rôtis avec un chanteau de pain blanc, et nous bûmes là-dessus une bouteille de très bon vin dans une belle coupe d'or pliante, que Goethe, pour les excursions de ce genre, a coutume d'emporter avec lui, serrée dans un étui de cuir fauve. « Je suis venu bien souvent ici, observa-t-il, et souvent je me suis dit, au cours de ces dernières années, que c'était la dernière fois que je contemplais de ce lieu les royaumes du monde et leur splendeur. Mais je tiens toujours bon et j'espère encore aujourd'hui que ce n'est pas la dernière fois que nous passons tous deux ici une bonne journée. À l'avenir, nous y viendrons plus souvent. On se ratatine à vivre dans son étroite maison. Ici, l'on se sent grand et libre, comme la grande nature que l'on a sous les yeux, et comme on devrait, en somme, être toujours. Oui, alors la place des femmes, am Frauenplan, on ne peut pas traduire ça comme ça, c'est un peu risqué, mais au fond c'est ça. C'est devant la maison de Goethe, donc c'est l'adresse de Goethe, am Frauenplan, c'est sur le plan des femmes, donc la place des femmes. Et je trouve qu'effectivement c'est comme fil rouge dans la vie de Goethe.
Oui, c'est un fil rouge. Les femmes sont... Donc, c'est un terme goéthéen, hein, hautement goéthéen, le fil rouge. Et le fil rouge, donc, c'est ce fameux fil qui court dans les cordages de la marine anglaise et qui témoigne de la présence du roi ou de la reine d'Angleterre à l'intérieur du bateau. Alors, Goethe a repris cette métaphore pour indiquer ce fil qui court à travers le vivant. C'est une idée intéressante, métaphorique, très belle, mais qui témoigne, il faut bien le dire aussi, d'une sorte de ce qu'on appellerait aujourd'hui un passéisme. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'en 1800, la science et la religion, enfin la science et la foi, la science et le transcendance se coupent. Et Goethe vit ça, et c'est en ce sens qu'on peut dire que Goethe est conservateur, c'est-à-dire que lui, il refuse cette rupture, et il est complètement, aujourd'hui évidemment, il apparaît totalement dépassé. Alors on essaie de dire qu'il a prévu le darwinisme, etc., mais en fait, on sent bien que ce sont des techniques de raccro, et qu'en définitive, on a affaire à quelqu'un, au fond, on pourrait dire un des derniers grands esprits universels du Moyen-Âge, égaré entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Et ça, c'est intéressant, parce que souvent on dit Goethe conservateur, Goethe même voire réactionnaire au niveau politique. C'est sûrement vrai, c'est-à-dire qu'il respecte le roi, la loi, le prince, il n'a pas de mot assez grand pour vénérer son prince, mais au fond, il le fait par une sorte de... C'est pour qu'on lui fiche la paix, je crois. C'est oui. C'est curieux que le jardin et la maison de Goethe se retrouvent en Allemagne de l'Est de nos jours. Eh bien, oui, c'est vrai. Mais je crois que Goethe lui-même, dans les conversations avec Eckermann, parle souvent de ces troubles historiques qui détruisent les choses ou qui les transforment. Et peut-être qu'effectivement, il existe un rapport entre cette sorte de pensée globalisante qu'il avait et le communisme tel qu'on le voit appliqué ici. Oui. C'est-à-dire que, curieusement, Goethe bascule dans un pouvoir non occidental. Oui, on peut dire ça. C'est simplement parce qu'il appartient à l'ancien monde et que le pouvoir occidental, lui, a évolué de manière démocratique, individualiste et au niveau des sciences de manière très pointue, quoi. C'est spécialisé à l'extrême. De Goethe, c'est des amours un peu folles, c'est des amours qu'il sublime immédiatement, qui deviennent des amours vraiment tout de suite immédiatement poétiques. Il y a eu une seconde période, semble-t-il, où il a vécu ça à nouveau, mais c'est après la mort de sa femme, il a connu une seconde période très, très forte. Mais il n'y a pas de descendant de Goethe, hein. Son fils est mort. Son fils est mort, oui. Je crois qu'il avait de mauvais rapports avec lui d'ailleurs. Oui, il semble avoir eu plus d'attachement pour Eckermann que pour son fils. Et c'est pas un peu étrange qu'il n'ait pas de descendance, justement? Oh, je ne crois pas qu'on puisse être le fils de Goethe. Freud l'a essayé. Peut-être y est-il parvenu en partie. Mais pour revenir au problème des femmes dans la vie de Goethe, je crois qu'effectivement, elles sont quand même un problème. Donc son adresse, les femmes, la place des femmes devant sa maison. Alors il a eu une femme, d'ailleurs tout à fait illégitime au début, ce qui fait grand scandale dans la ville de Weimar. Donc il ne s'est pas résolu à l'épouser, ce qui lui a posé des problèmes donc assez importants. Et puis ensuite, elle a mal fini visiblement, elle buvait et puis elle vivait avec des comédiens. Mais il a été marié, Goethe. Oui, il a été marié avec Christiane, donc cette femme dont je parle. Et il ne semble pas que ça se soit bien passé, donc. À part ça, des relations avec une jeune femme à Marienbad, donc. Ça l'a rendu malade. Ça l'a rendu malade, oui, il le dit. On en a un témoignage dans les conversations avec Eckermann. Oui. Peut-être que ça rend malade de tomber amoureux si souvent.
Oh, je crois, oui, c'est pas très raisonnable, surtout quand on s'appelle Goethe, qu'on a des livres plein la tête, qu'on fait des sentences et des maximes toute sa vie sur le bon sens, l'équilibre, et puis tomber amoureux, c'est vraiment la dernière des stupidités. Conversation de Goethe avec Eckermann, édition Gallimard. Une émission de Jean Dève et de Jean-Claude Loiseau, avec Anouchka Vassac, Claude Roels, Raymond Prunier, Stéphane Michaud, Erika Thuner, Pierre Garnier. Voix, Christine Brucher, Jean-Louis Jacopin. Son, Gilbert Maurice Duprez, Ina Phonothèque. Enregistrement et mixage, Alain Claudel, Guy de la Ville-Marquet, Monique Burguière, Mireille François. Une vie, une œuvre. Cette émission vous a déjà été proposée le 19 janvier 1989. Demain à 15h30, autre empreinte philosophique sur notre siècle, celle de Schopenhauer, dont la vie et l'œuvre nous sera proposée en nouvelle diffusion par Gérard Gromer.